Non, 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 ça c'est pas bon, ça. Non, 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 non. Ça, c'est bon. Hein? C'est pour Kiki, la bonne sauce. Hein, c'est pour Kiki. Ah, c'est pas bon, la soupe. C'est très bon, la soupe, d'abord. Et puis, ça fait grandir. Hein? Une cuillère pour maman. Une cuillère pour maman, j'ai dit. Une cuillère pour maman, j'ai dit. Voilà. Une cuillère pour papa. Scientifiquement, on n'a pas encore prouvé que la soupe faisait grandir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est censée être bonne pour la santé, car riche en légumes, et qu'elle est économique. Résultat, 8 Français sur 10 en achètent. En moyenne, on en consomme plus de 13 litres par an, et les 3/4 des ventes se font entre octobre et mars. La soupe, c'est le plat d'hiver par excellence. Bouillon, soupe, velouté, en briques, en sachet ou en bouteille, dans les rayons, on compte près de 150 références. Et puis, comme ça fait rustique et que ça nous rappelle nos mamies, tout ça, les marques, elles mettent le paquet. Recette de grand-mère, saveur à l'ancienne. Là, on imagine Mamie Paulette au fourneau. Sauf qu'en réalité, on en est un peu loin. Tiens, par exemple, cette soupe saveur à l'ancienne, qui affiche un beau morceau de bœuf. À votre avis, elle contient quel pourcentage de bœuf? On est allé poser la question dans la rue. À votre avis, il y a quel pourcentage de bœuf dans cette soupe? Oh, je dirais 20% peut-être. 15. Rien du tout, je pense. 20. 15%. 5%? 3%? Je sais pas. Une dizaine de pourcents? Ouais, quand même une dizaine de pourcents. Ouais. Bon, j'aurais dit moi au départ, mais vous avez fait une tête étrange, donc... Non, pas du tout. En fait, elle ne contient pas de bœuf, mais 1,1% de jus de cuisson de bœuf. Ça ne m'étonnerait qu'à demi. Mais il n'y a pas, il a que des jus de bœuf, c'est ça? De jus de cuisson, donc c'est un fond de cuisson. Waouh! Il y a du vermicelle quand même dedans. Oui. C'est un peu l'arnaque. Hein. Oui, c'est une fausse information, quoi. C'est mensonger. Ça me dégoûte. Ouais, c'est pas cool. D'ailleurs, il y a une association de défense des consommateurs que ça a particulièrement énervé. Et ils sont pas contents, hein. On vous promet une saveur à l'ancienne qui peut, dans l'esprit, faire référence aux recettes traditionnelles de nos grands-mères. On en est loin, malheureusement, quand on regarde la composition de ce produit. Vous avez essentiellement des vermicelles et du sel et finalement très peu des ingrédients prometteurs qui sont présentés là. On vous montre des bonnes carottes, un plat généreux, fumant, le petit torchon à carreaux qui va bien, quelque chose de sympathique. En réalité, les carottes sont présentes à hauteur d'à peine 5%. Ils l'ont tellement pas digéré qu'en juin 2014, ils ont lancé une pétition en demandant à la marque de retirer le beau morceau de bœuf sur l'emballage et la mention saveur à l'ancienne. Ouais, parce que Inosina, truc et guani machin, ça fait pas très rustique quand même. Résultat, ils ont recueilli près de 15 000 signatures. Et ça a fait réagir la marque, parce qu'ils ont changé leur packaging, si. Mais bon, pour Foodwatch, c'est pas encore ça. Le fabricant, très embêté, s'est senti quand même un petit peu obligé de réagir, mais n'a pas réagi dans le bon sens à notre avis. Il continue de se moquer de nous, puisqu'il a simplement réduit la taille du morceau de bœuf. Mais il n'a pas du tout changé la recette, il n'a pas mis plus de bœuf qu'autrefois. Il a augmenté la taille visuelle, en tout cas, des carottes. En réalité, la quantité de carottes avant et après est toujours la même, c'est-à-dire autour de 5%. À notre avis, ça induit toujours le consommateur en erreur. Du coup, on a voulu lui demander des comptes à la marque, nous aussi. On a eu le service com, et on a poussé l'investigation. Faire ce jus de viande, il faut bien des morceaux de viande. Oui, mais alors justement, qu'est-ce qu'elle devient cette viande après? Alors ça, qu'est-ce qui est fait de la viande après ça, franchement, j'ai aucune idée sur la question. Ouais. Enfin, vous la jetez pas, logiquement. Pardon? Je dis, vous ne la jetez pas, logiquement. Vous vous en servez certainement pour d'autres préparations. Non, enfin bon, franchement, je sais pas ce qui est fait après. Ouais, ce serait pas logique de jeter les morceaux de bœuf pour garder que le jus. Bon, la dame, elle avait l'air un peu dans le potage, donc on n'a pas pu en savoir plus. Chez Foodwatch, ils ont eu un peu plus de chance que nous. Le fabricant nous a répondu qu'il ne voyait pas du tout où était le problème, puisque ce genre de produit respecte ce qu'on appelle le code de la soupe. Il faut savoir que c'est un code rédigé par les fabricants de soupe, dans lequel ils édictent les règles de fabrication et de composition de ces soupes, qui s'engagent à respecter. Ok, donc il y a un code de la soupe. Et là, vous vous dites, vous consommateurs, que ça serait marrant de voir à quoi ça ressemble, le code de la soupe. En fait, c'est pas aussi simple. Vous n'avez pas le droit, vous, consommateurs, citoyens, d'avoir accès à cette information toute simple, qui est quoi? Qui est simplement la liste des informations relatives à la fabrication d'aliments de grande consommation. Ça devrait pas être un secret défense. Secret défense, carrément. On va voir ça. On a contacté les services conso en se faisant passer pour des consommateurs curieux qui voulaient avoir le code de la soupe. Au début, ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur. Au début. Nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter quelques instants. Merci. Ok madame, on patiente. On fait que ça. Ça donne envie de faire un sujet sur les services conso, ça. Mais parce que nous on n'abandonne jamais, on a fini par avoir de vrais gens au bout du fil.
Alors voilà, je voulais savoir s'il était possible éventuellement de me procurer le code de la soupe. Le code de la soupe, c'est-à-dire... Vous m'avez dit le code là? Le code de la soupe? Les codes de mesure d'hygiène, c'est quoi? Non, c'est pour la fabrication de la soupe, ça régit en fait, ça réglemente la fabrication de la soupe. Ça vous dit rien? Je vais prendre vos coordonnées. Ouais, on n'a pas eu de nouvelles. Le code de la soupe. Oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire le code de la soupe, comment on la fabrique, c'est ça? Bah, c'est le code des bonnes conduites de la soupe. Enfin, pour la fabrication de la soupe. Conduite de la soupe. Alors, j'ai besoin de votre adresse email, s'il vous plaît. Là non plus, pas de nouvelles. Allô? Ouais, non, mais je... Parce que si c'est une méthode de fabrication, ils vous les demandent pas. Bon bah au moins c'est clair. Donc avoir le code de la soupe, bah c'est pas si simple. Non, faut trouver d'autres moyens, aller à la source quoi. Sur internet, Alex elle a très vite trouvé le site de ceux qui ont rédigé le code. Le syndicat national des fabricants de bouillon et potage. Bah oui, ça s'appelle comme ça. Et comme on sait où ils sont, eh ben on est allé les voir pardi. C'est super fastoche en fait. Enfin non, il y a eu une courge dans le potage. Niette, nada, disparu. Mais comme notre pitbull ne lâche rien, elle a demandé à la gardienne. Elle est maligne, Alex. Ah, ils sont plus là? Oh non. Ils sont partis. Ah oui, ça fait 2 ans. Et là, ça a marché. Elle a réussi à obtenir le bon numéro de téléphone. Ouais, parce que celui du site, il marchait pas. Ils nous ont dit qu'ils nous tenaient au jus, mais comme au bout d'une semaine, on n'avait toujours pas de nouvelles, on a décidé d'aller les voir à leur nouvelle adresse. Et comme on est poli, on a appelé avant. Et on a demandé pourquoi on n'avait toujours pas de retour. Ouais, vous pouvez l'appeler Isabelle. Ah d'accord. Ah bah c'est sympa ça, mais ça nous aide pas. Donc on fait quoi là Isabelle? Je vais faire un coucou quand même. Ouais, allons faire un petit coucou à la dame, elle avait l'air gentille. Donc forcément, barrage à l'accueil, mais on tente. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et je peux pas y aller directement parce que j'en ai pas. Ah, c'est qu'elle a pas l'air facile la dame. Bon, effectivement, ça ne répond pas. Je vous laisser monter Ouais. au premier étage. D'accord, merci beaucoup. Ah bah ça a marché. C'est super simple. Ouais, t'as eu de la chance surtout Isabelle, mais jusqu'à un certain point. Vous avez rendez-vous, madame? Non. Ah, je suis désolé, je sais pas qui est-ce qui vous a fait monter. Bon, ils ont été sympas, mais on n'est pas là pour faire copain-copain non plus. Parce que ça fait pas avancer le schmilblick. En gros, on est reparti sans rendez-vous et sans le code de la soupe. Alors on a employé les grands moyens, on a contacté la répression des fraudes. Et ils nous ont confirmé que c'était bien ce fameux code qui faisait force de loi. Eux, ils se basent sur ce texte quand ils vont contrôler les potages. Parce qu'à part ça, il n'y a pas de texte réglementaire. Enfin si, jusqu'en 2008, on se basait sur un décret de 1954. Celui-là, il est facile à trouver, mais il a été abrogé. Et donc, on l'a enfin obtenu, notre fameux code de la soupe. Bon, ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes bien assis? Ouais, ça fait quelque chose. Donc ça ressemble à ça, le code de la soupe. On y apprend par exemple que la mention de plusieurs ingrédients n'a pas besoin de suivre l'ordre d'importance. C'est pour ça qu'on peut afficher bœuf avant carotte et puis vermicelle en dessous en plus petit. Alors qu'il y a 5 fois plus de carottes et presque 50 fois plus de vermicelle que de jus de cuisson de bœuf. Et toujours pas de bœuf. Et tiens, ils ont aussi augmenté la dose maximale de sel par rapport à l'ancien décret. À part ça, on n'apprend pas grand chose en fait. Bref, ça a pas l'air hyper strict. Et ça, c'est plutôt cool pour les industriels. Mais ça a fait bouillir certains politiques. Et ouais, c'est du sérieux la soupe. C'est même devenu une affaire d'État. Enfin, il y a surtout un député qui a jeté un pavé dans la marmite. Et lui, il y va pas avec le dos de la cuillère, hein. À soupe, évidemment. Vous avez les professionnels qui se réunissent et qui font un code de bonne conduite, donc le code de la soupe, le code des huiles assaisonnées, le code des plats préparés, et ils négocient ça. Les citoyennes et les citoyens n'ont pas forcément accès à ces codes-là. Et donc on est dans l'autorégulation, ce qui veut dire en général, lorsqu'on dit l'autorégulation, l'absence de régulation. Bref, ils ont fait leur popote à eux, les industriels. Mais comment ont-ils réussi à imposer ce code comme référence auprès des autorités? Ça a été tout simplement le fruit et la conséquence d'un lobbying d'une certaine industrie. Ce lobbying est parvenu à ses fins. Le décret n'est plus en vigueur. Ça s'est fait sans débat parlementaire, parce que c'est un décret.
Et moi, ça me cause un vrai problème au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est les plus faibles, c'est les moins informés qui se font avoir. Ok, alors vous proposez quoi, monsieur le député? Et donc moi, je me bats pour deux choses. La première, c'est qu'on ait accès au code. Le second objectif, c'est qu'on puisse avoir dans la construction de ces codes un débat avec non pas seulement les organisations de consommation et de consommateurs, mais peut-être, c'est une hypothèse, on n'est pas forcément d'accord avec toutes les organisations là-dessus, mais le Conseil national de la consommation. Et 3, pour finir, et je crois que c'est très important, si on n'arrive pas à avoir ça, une proposition de loi. Donc on va y travailler. On va y travailler sereinement, avec rigueur et détermination. Mais manger de la soupe quand même. Enfin. Ah, c'est bien beau de dire ça, mais avec les soupes industrielles, on sait pas toujours ce qu'on mange en fait. Vous savez ce que c'est, vous, l'amidon modifié? Là, il nous fallait l'avis d'un spécialiste. Mais l'amidon, c'est ce que vous retrouvez dans les farines. C'est une des sources d'énergie que vous allez ingurgiter, donc que ce soit dans le maïs, dans le blé, le pain que vous mangez, dans les pâtes que vous mangez. Donc c'est vraiment quelque chose qui donne de l'énergie au corps humain. Ah, mais ça d'accord, mais amidon modifié, ça fait peur quand même. En fait, a priori, c'est juste la fécule que vous trouvez dans le commerce, rien de plus. On va vous vendre des amidons comme de l'amidon de maïs, par exemple, sous cette forme-là, qui sera blanc. Donc, pour le rendre blanc, on va un petit peu l'éclaircir par des méthodes d'oxydation. Ça peut être avec de l'eau oxygénée, ça peut être un petit peu avec de la javel. Et après, c'est bien nettoyé pour que vous donniez un produit qui est tout blanc. Ah bah ouais, dit comme ça, c'est hyper rassurant. Mais ça, c'est pas dangereux, le fait que ça soit donc, fait avec de l'eau oxygénée ou la javel? Non, l'eau oxygénée va disparaître en blanchissant l'amidon. Ça redonne de l'oxygène par la suite. Et donc, il n'y a plus rien du tout. L'oxygène, c'est bon pour la santé, on en respire. Bon, on va lui faire confiance à notre chimiste. Et le glutamate de sodium, il en pense quoi? C'est un sel d'un acide aminé. Donc, c'est un exhausteur de goût qu'on va rajouter à l'intérieur des préparations alimentaires pour que vous ayez un goût un peu plus prononcé des différentes choses qui se trouvent à l'intérieur. Ça lie les saveurs ensemble, ça les rend un petit peu plus délicieuses au goût. Il se cache aussi sous le nom E621. En gros, même s'il donne pas vraiment un goût salé mais savoureux, c'est quand même un genre de sel. Mais alors c'est bon pour la santé, ça? C'est pas un acide aminé qui est absolument essentiel pour le fonctionnement de notre corps. Ça peut provoquer peut-être des allergies, c'est pas encore prouvé. Mais il y a aussi du sodium, donc pour les gens qui ont des diètes faibles en sodium, les gens qui font de l'hypertension par exemple, il faut qu'ils évitent les plats évidemment où on met du glutamate monosodique. Ça nous a donné envie de demander l'avis d'une nutritionniste. Pour elle, les industriels auraient une bonne raison d'ajouter du glutamate dans leurs recettes. Donc lui, c'est un exhausteur de goût, c'est-à-dire qu'il va exciter nos papilles, il va stimuler l'envie de manger, donner l'appétit. Et il est utilisé beaucoup par les industriels, parce qu'en fin de compte, plus on va en manger, plus on va avoir envie d'en manger. Et plus on va en consommer, logique. Et ça c'est chouette pour les industriels, un peu moins pour nous. Surtout qu'il y a déjà pas mal de sel dans les soupes. En moyenne, avec une seule ration, on atteint près du tiers des apports journaliers recommandés. Mais les industriels cachent d'autres ruses dans leurs soupières. Attention notamment à l'appellation légumes. Quand on voit une soupe de légumes, c'est pas forcément derrière que des légumes. Ici, j'ai un exemple qui s'intitule les moulinets légumes verts. Faut vraiment bien voir sur la photo qu'il y a une petite pomme de terre de cachet. Quand je lis les ingrédients, le premier ingrédient, c'est légumes 40%, dont légumes verts 18,7%, et on a à peu près 12% de pommes de terre. Donc, sous la dénomination légumes se cache également la pomme de terre, qui n'est pas un légume, mais un féculent. Alors, c'est pour la consistance que les industriels vont rajouter cet ingrédient-là. C'est seulement en raison de la consistance? C'est la consistance, et c'est aussi, d'un point de vue économique, moins cher que les légumes, la pomme de terre. Et les soupes allégées, alors là, c'est le pompon. Non, c'est pas terrible. Et puis ici, pareil, soupe de légumes, en gros. Et quand je regarde les ingrédients, j'ai pommes de terre 38%. Donc en fin de compte, c'est une moulinée de pommes de terre, légumes, encore. Donc, et souvent, dans un régime minceur, c'est les féculents qu'on va essayer de limiter. Donc là, il y en a beaucoup. C'est purement marketing. Ce que vous allez alléger un peu plus, c'est votre porte-monnaie, parce que le prix au kilo est beaucoup plus cher. Bon, on est méchant, c'est pas toujours comme ça. Il faut juste regarder la composition. Et se méfier des listes qui commencent par huile végétale, surtout. Dans ce petit sachet, par exemple, il y a 2 cuillères à soupe d'huile. Et version tomate, il y a l'équivalent de 2 morceaux de sucre. Ah oui, il y a parfois du sucre aussi dans la soupe. Heureusement, il y en a certaines qui affichent des trucs rassurants. Mais non, en fait, c'est pas forcément bon signe non plus. Alors ici, par exemple, on a une soupe qui va marquer en gros sans colorant. Donc là, la ménagère va se dire tout de suite, tiens, c'est bon pour la santé, il n'y a pas d'additif. Ok, il n'y a pas de colorant, mais il n'y a pas besoin de colorant de toute façon dans les soupes en briques, et c'est interdit
car la couleur est donnée par les légumes et les épices utilisées. Et puis sans colorant ne veut pas dire sans additifs. Pareil pour les conservateurs, c'est interdit. Heureusement, il y a un petit astérix qui nous indique dans un coin, là en tout petit, que c'est la loi. Ah, ils sont malins. Bon, on va pas cracher dans la soupe non plus, c'est bon la soupe. Alors comment on fait pour bien la choisir? Bah comme d'hab, la liste doit être la plus courte et la plus simple possible. L'idéal, c'est de voir légumes ou eau en premier. D'avoir 0,8 g de sel maximum pour 100 ml, moins de 2 g de lipides, dans les 5 g de glucides, et le moins de sucre possible, et pas de nom bizarre. Et il y en a qui font un sans faute. Ce sont les soupes qu'on trouve au rayon frais par exemple. Un poil plus cher, mais c'est un marché qui se développe à vitesse grand V. L'an dernier, les ventes ont progressé de 6%. Il y a aussi les soupes surgelées, et sinon il y a le bio. Et justement, on en a trouvé un de fabricant de potage bio. Alex est allé le voir dans le sud-ouest, près d'Agen. Lui au moins, il a accepté de la recevoir. C'est sympa. Bonjour Alexandra. Bonjour. Les visites d'usine, ça Alex elle kiffe, surtout pour la Charlotte. Bon, Alex à la soupe. L'entreprise ne fabrique pas que du potage, mais elle propose quand même 15 recettes différentes. La soupe du jour, c'est potimarron butternut. Des légumes tout frais récoltés chez Florence, à 10 km de là. Ah, on peut pas faire plus local. Mais bon, ils cuisinent pas toute la cueillette aujourd'hui. On transforme la majeure partie des potimarrons et des butternuts frais, donc en saison. Et après, le reste qui sont transformés dans la légumerie sont envoyés de suite en surgélation. Ça permet de les conserver, en fait, de conserver leur goût vraiment. Et du coup, après, on les réutilise au fur et à mesure de l'année. Et ça permet aussi de bien garder les vitamines. Oui, c'est ça. Conserver les vitamines et le goût des produits. Et la recette est super simple. Dans cette soupe, par exemple, il y a 35% de légumes avec un peu de lentilles pour la texture. Ça remplace l'amidon modifié. Et le reste, c'est de l'eau. Quand on part de bons ingrédients, qu'on a une bonne recette et qu'on a les gens comme Jean-François, les cuisiniers qui font la recette, qui la respectent, on n'a pas besoin d'exhausteur de goût en fait. Le produit, il est bon à la fin. Bah ouais, c'est comme à la maison au fond. Les légumes cuisent dans ces énormes chaudrons pendant 30 minutes. Ensuite, c'est mixé, filtré, directement emballé, puis stérilisé pendant 40 minutes à haute température. Prix moyen, un peu plus de 3 €, environ 1 € plus cher que les soupes des géants qui dominent le marché. Mais pour Grégory, ils répondent tout simplement à une demande. Certaines personnes recherchent un prix avant tout, et du coup, je pense que certains industriels répondent sur cette problématique-là du prix. Oui, parce que le glutamate de sodium, c'est moins cher que les lentilles. Oui, et puis plus vous rajoutez d'eau, moins ça sera cher. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des attentes en termes de marge, en termes qui sont différentes que celles qu'on a ici. Malgré la forte concurrence, ils s'en sortent plutôt bien. En 2015, ils ont augmenté leur vente de 30%. Ouais, c'est pas mal. Et sinon, si vous avez une bonne demi-heure devant vous, rien de tel que de faire vous-même votre potage. Alex, elle a fait venir une chef à domicile pour lui préparer une bonne sous-soupe maison avec les restes du frigo. On devrait pouvoir faire quelque chose. T'as en effet 3 patates, pas plus. Des patates, des carottes, un oignon, des lardons, ça suffit. Non, c'est pas compliqué. Surtout si c'est Alex qui cuisine, c'est mieux. Donc on va couper les légumes. Pas trop gros, pas trop petits, tu vois, comme ça. Là, ça, je pense que je sais faire. Prendre le couteau dans le bon sens, déjà. Non, mais elle gère, Alex, comme d'hab. Et sinon, ça sert à quoi de couper les légumes en petits morceaux? Voilà, l'idée de couper les légumes pas trop gros, c'est que la cuisson soit la moins longue possible pour que les vitamines restent au maximum et qu'il y ait le moins longtemps d'ébullition. Et pour qu'il y ait le max de vitamines, il faut des bons légumes frais qui n'ont pas traîné trop longtemps, quoi. Bon, Alex, elle s'en est pas mal sortie. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Quel chef-d'œuvre. Voilà. Merci. Ouais, c'est ça. Avant de mettre le chef-d'œuvre d'Alex dans la cocotte, on fait revenir les oignons, les lardons et du cumin. On ajoute ensuite le reste. Ah, ça change des légumes bouillis, pas très glamour. L'idéal quand on fait une soupe, c'est d'abord de bien faire revenir les légumes les uns après les autres pour développer les arômes et encore une histoire de vitamines, de créer une espèce d'enveloppe autour du légume pour qu'il conserve au maximum ses vitamines. On ajoute de l'eau à hauteur et on attend. J'ai faim. J'ai faim. Ouais, va falloir attendre, Alex. Ça doit cuire pendant environ 20 minutes et c'est tout. Ah non, il y a le petit bonus du chef. Là, maintenant, on peut rajouter le petit jus de clémentine pour donner un peu d'acidité et un petit goût. Mais avec n'importe quel légume?
La clémentine, non, plutôt avec les légumes oranges. Ça peut marcher potiron, petit marron, butternut, carotte, même avec le céleri, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, il restait aussi des clémentines chez Alex. Et voilà, en un coup de cuillère à soupe, c'est fini. Pour une soupe faite avec des restes, franchement, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et c'est comment? Et c'est bon, mais c'est bon. Et ça coûte pas plus cher qu'une soupe en brique, environ 2 € le litre. Et vous mettez pas la rate au courbouillon non plus. Acheter une soupe toute prête, c'est pas un drame. Faut bien la choisir, c'est tout. En attendant, depuis 3 semaines, c'est régime potage pour Ulysse. Grâce à Alex. Hé chouchou, Oui. faut que je te mesure. Ah. Alors. 1m28 et demi. T'as pris 2 mm. Ah ouais, tiens. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, on va continuer le petit régime. Ok. Hein? D'accord. Allez, à la soupe. Ok.